Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes samedi 9 mars. Bienvenue dans le 20h. Voici les titres. Le Centre d'excellence régional contre la faim et la malnutrition en construction à Abidjan sera bientôt livré. C'est l'assurance donnée par le vice-président Daniel Kablan-Duncan à l'issue de sa visite effectuée hier sur le chantier. Ce centre, le premier du genre en Afrique, va renforcer la lutte contre la faim. Le médiateur de la République poursuit ses rencontres avec les acteurs du système éducatif. Après les ministres de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur, la plateforme syndicale et des parents d'élèves ont échangé avec Adama Toungara pour trouver une issue à la crise qui secoue l'école ivoirienne depuis plusieurs semaines. Nous reviendrons sur la journée internationale de la femme célébrée hier vendredi 8 mars. On s'intéresse à ces femmes qui entreprennent dans le domaine du numérique. La proportion est faible, mais les femmes entendent donner du sens à leurs projets. Dans le milieu des startups, les obstacles sont nombreux et les sources de financement font souvent défaut. Le monde des arts et de la culture est en deuil. Le centenaire, homme des lettres, écrivain, analyste ivoirien, ex-ministre de la Culture, Bernard Blindadi a déposé la plume pour toujours. Il a quitté le monde des vivants. Aujourd'hui, samedi 9 mars, il était âgé de 103 ans. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Wakunungbe, la cabosse qui parle, c'est le titre d'une bande dessinée conçue par l'Ivoirien Désiré Begré. Il fait la promotion du cacao de Côte d'Ivoire dans les lycées et collèges en France. Notre invité de la page culture de ce samedi initie les élèves au processus de fabrication du chocolat. Sa cible privilégiée, ce sont les enfants à qui il apprend la route du cacao jusqu'à la tablette de chocolat. Et nous espérons qu'à la fin de la lecture de la BD qu'il a conçue et surtout de cet entretien, vous n'hésiterez plus à consommer le chocolat de Côte d'Ivoire. Bonsoir, Monsieur Désiré Begré. Bonsoir, Marie-Laure Ngoran. Alors, vous êtes manager d'exploitation pétrolière, président de l'Association internationale Les Amis de San Pedro. Vous êtes fortement engagé dans la promotion du cacao ivoirien que vous enseignez en France. Alors ce soir, vous nous traduirez le message de la cabosse qui a échappé à la mise en terre. Il s'agit de Wakunungbe. Effectivement, Wakunungbe, comme c'est en langue roumaine, ça veut dire la chance. Cette cabosse a échappé à la mise en terre et elle explique aux enfants le processus du cacao jusqu'à la tablette de chocolat. Donc le cheminement. Vous nous en parlerez dans la page culture. Ce sera dans une trentaine de minutes. On va se retrouver tout à l'heure, donc, Monsieur Désiré Begré. Vous ne partez pas, restez avec nous. Comment avancent les travaux de construction du Centre d'excellence régional contre la faim et la malnutrition à Abidjan? Le vice-président Daniel Kablan-Duncan, qui veut se faire une idée, a visité le chantier hier vendredi 8 mars. Il a su que ce centre, le premier du genre en Afrique, sera livré dans les délais, fruit d'un partenariat entre le Programme alimentaire mondial et la Côte d'Ivoire. Ce centre devrait permettre aux pays membres d'échanger sur les bonnes pratiques en matière de lutte contre la faim et la malnutrition. Je vous propose d'écouter le vice-président Daniel Kablan-Duncan à l'issue de cette visite de chantier. Ce sera le premier centre en Afrique qui va couvrir l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Centre dans un premier temps. On espère, si les choses marchent bien, toute l'Afrique à partir d'ici. Il y a déjà un autre centre en Chine qui couvre l'Asie. Il y a le centre donc, du Brésil qui couvre l'Amérique latine. Donc on va avoir un autre centre ici qui va couvrir probablement non toute l'Afrique. C'est un élément important. Remercier et féliciter à nouveau le PAM, le Programme alimentaire mondial, avec toutes les structures des Nations Unies, d'ailleurs en charge donc, de l'agriculture, la lutte contre la faim. C'est donc le PAM, la FAO, le FIDA et donc le mouvement SUN aussi, parce que le dossier de la faim est un dossier très, très important pour la Côte d'Ivoire. On veut servir d'exemple pour montrer au monde ce que la Côte d'Ivoire fait dans ce domaine. Et les progrès sont importants. Je prends quelques exemples au passage. Vous avez par exemple le goitre qui existe dans la partie ouest de la Côte d'Ivoire. Et justement qu'on met du sel iodé pour la nourriture et puis le goitre disparaît. Le taux d'allaitement était tombé à 12. Et maintenant, nous sommes autour de 23,5%. Donc ces choses bougent et l'objectif c'est d'arriver donc à 50%. Dans l'actualité nationale également, le médiateur de la République poursuit ses rencontres avec les acteurs du système éducatif. Après les ministres de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur, la plateforme syndicale et des parents d'élèves ont échangé avec Adama Toungara pour trouver une issue à la crise qui secoue l'école ivoirienne depuis plus d'1 mois. Salima Toudia pour le reportage.
écouter, conseiller les différentes parties et protéger le système éducatif ivoirien. Dans sa mission, le médiateur de la République poursuit les consultations pour un dénouement total de la situation actuelle de l'école ivoirienne. C'est d'abord la plateforme syndicale qui a été entendue par Adama Toungara. Elle revendique entre autres le principe de révalorisation des indemnités de logement, la suppression des cours de mercredi. Nous invitons une fois de plus tous nos camarades à effectivement s'aligner dans les résolutions de l'Assemblée générale qui est de reprendre effectivement les cours et de faire confiance aux médiateurs et de faire confiance aux discussions que nous sommes en train de mener. Et nous avons pris bonne note des conseils qu'il nous a prodigués. Nous avons convenu d'aviser et de lui revenir. Nous nous sommes entendus sur une méthode pour arriver à ce que tous les enseignants reprennent le chemin de l'école et aussi d'aller au-delà de la crise actuelle, d'aller en profondeur de tout ce qui affecte le système éducatif dans notre pays. Ensuite, ce sont les parents d'élèves également préoccupés par la situation qui ont été reçus. On s'est accordé sur un certain nombre de points et de conduire un certain nombre d'actions qui vont nous emmener dans l'apaisement pour que les enfants reprennent très vite les cours dans les écoles. Je voudrais donc rassurer tous les parents que nous continuerons de travailler avec eux pour atteindre cet objectif. Les résultats de ces consultations devront être présentés au gouvernement dans les jours à venir. Autre rencontre dans ce 20h, il s'agit de celle du secrétaire d'État chargé du budget et du portefeuille de l'État avec les dirigeants sociaux des entreprises publiques. Ils ont échangé sur la gestion du portefeuille de l'État. Les DG et PCA des entreprises publiques ont fait part de leurs préoccupations au secrétaire d'État. Ce dernier les a encouragés à plus d'efforts afin de réaliser de meilleures performances. Jean-Luc Bambo. Ils sont pour la plupart directeurs généraux et présidents de conseils d'administration d'entreprises publiques. Des entreprises où l'État détient une participation majoritaire ou minoritaire. Ces dirigeants sociaux ont répondu massivement à la rencontre d'échange avec leur tutelle financière. Au lieu de la société d'État, nous sommes soumis à différentes obligations de résultats. Nous signons des contrats d'objectifs et de performance avec l'État. Et bien sûr, il est important de s'asseoir, de faire une analyse approfondie des réalités que nous vivons. Ces genres de rencontres périodiques pourront nous permettre, nous dirigeants sociaux, de pouvoir savoir si nous sommes dans l'élan de la progression ou bien s'il y a des choses à rattraper. Trouver une oreille attentive auprès de la tutelle, mais également tracer ensemble les sillons de la bonne gouvernance et de la performance des entreprises du portefeuille de l'État. Tel est le sens de cette rencontre. Notre performance s'est clairement améliorée. Maintenant, bien sûr, on peut en attendre plus parce que pour le moment, nous avons quand même un volume de subventions injectées dans les entreprises publiques qui, ma foi, est encore un peu important. Donc nous devons travailler à réduire cela et faire en sorte donc, que les résultats nets de ces entreprises-là s'améliorent de façon significative. Le secrétaire d'État a encouragé les dirigeants sociaux à persévérer dans l'effort afin de garantir aux entreprises publiques un meilleur rendement et contribuer plus efficacement à l'essor économique de la Côte d'Ivoire. Les sociétés publiques ont notamment permis à l'État d'engranger 23,4 milliards de francs CFA de dividendes en 2018. Je vous propose de revenir sur la journée internationale de la femme célébrée hier vendredi 8 mars. À l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, les femmes étaient à l'honneur. 150 agents ont été décorés dans l'ordre du mérite de l'éducation nationale. Une cérémonie en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. C'est un reportage signé Kader Sogodogo. Amphithéâtre Ange-François Barry Battesti de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Jour de fête. Les femmes sont à l'honneur. Le 8 mars leur est dédié. À l'instar des hommes de cette prestigieuse école d'ingénieurs, une soixantaine d'entre elles reçoivent la reconnaissance de la grande famille de l'éducation nationale. Elles auront contribué à traduire en réalité le rêve de Félix Houphouët-Boigny. Dès l'accession de notre pays à l'indépendance en 1960, le président Houphouët-Boigny a créé un réseau de grandes écoles destinées à former pour notre administration ainsi que pour les entreprises
des ingénieurs et techniciens supérieurs de haut niveau. Ces écoles ont très tôt ouvert leur formation aux élèves talentueux des pays de la région africaine. Le NSTP, l'INSET, l'ESA, socle de l'INPE aujourd'hui en font partie. Elles ont largement et efficacement contribué à assurer la formation de nombreux cadres qui font la fierté de notre pays et de notre continent. C'est dans une belle ambiance que le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Albert Mabry-Touakeus, et plusieurs personnalités ont élevé ces agents dans les rangs de chevaliers, d'officiers et de commandeurs. Nous sommes venus les féliciter, les encourager, et cela coïncide fort heureusement avec la Journée internationale de la femme. Et vous avez vu que parmi les récipiendaires, il y avait des femmes. Je tenais à les féliciter, à leur dire bonne fête et à leur dire que partout où elles méritent, nous ferons en sorte qu'on puisse faire droit à leurs attentes. C'est ce que nous avons fait ce matin. Et je sais que de nombreuses autres femmes dans le pays, dans la Côte d'Ivoire entière, méritent d'être reconnues. Et je voudrais ici leur dire bonne fête. Pourquoi ne pas laisser ces dames éclater leur joie? Je suis très heureuse. Je voudrais que chaque année, on renouvelle la date. Les femmes ont été célébrées. J'ai travaillé pendant plus de 30 ans. Et aujourd'hui, c'est une grande joie. C'est une grâce de Dieu. Je m'appelle Tanti Allegra Aou Cécile. J'ai servi plus de 30 ans à l'INP, à l'école supérieure de l'ENS Abidjan, ici, à Yamoussoukro. J'ai servi à l'école industrielle de Yamoussoukro d'ici. J'ai servi. Beaucoup de mes étudiants sont de grands techniciens, directeur des écoles. Vraiment, je viens d'être honoré. Voici qu'aujourd'hui, je suis dans la joie. Plusieurs légendes de football ont rehaussé de par leur présence cette cérémonie. Bernard Lamar, Raymond Dominique et le mouton d'or ivoirien Abdoulaye Traoré dit Ben Badi, pour ne citer que cela. Nous prenons à présent la direction de San Pedro et de Sassandra où les femmes ont également célébré cette journée. Le thème de cette célébration axé sur le numérique est vu comme une solution pour l'autonomisation de la femme. Et les femmes justement à San Pedro et à Sassandra l'ont expérimenté. Mais quel est l'impact sur leurs activités? Élément de réponse avec Sam Kona. Allô? Oui, bonjour. Oui, mais tu devrais livrer les pagnes là. Dame Miezin Yvette tient un magasin de vêtements et de riz au quartier Cité de San Pedro. Aujourd'hui, le numérique est devenu indispensable dans ses affaires. Aujourd'hui, avec le téléphone, non seulement on passe facilement les commandes, mais aussi on fait déposer l'argent plus facilement. Donc les transactions se passent plus facilement par rapport à avant où il fallait se déplacer avec les risques. Comme Dame Miezin Yvette, beaucoup de femmes se mettent au goût du numérique dans leurs activités. Le numérique me sert beaucoup parce que souvent il y a des clients qui n'aiment pas se déplacer. Ils consultent le site, quand il y a un article qui leur plaît, bon, j'ai mon contact, j'ai mon mail, bon, ils m'appellent. Ces femmes ont bien compris le thème de cette année. Le numérique est une solution pour l'autonomisation de la femme. À San Pedro, elles se sont retrouvées sur le boulevard de la République pour célébrer cette journée à travers des défilés et des allocutions. Les femmes de Sassandra étaient également de cette journée du 8 mars. Défilé des différentes couches socio-professionnelles pour démontrer combien de fois elles sont déterminées pour une autonomisation grâce au numérique. Donc nous souhaiterons que vraiment le président qui a toujours compté les femmes dans son programme d'action, il envoie vraiment des ordinateurs qui vont aider les femmes vraiment à s'adapter, à apprendre vraiment pour qu'elles puissent aussi décoller avec les hommes. Le numérique est une solution pour l'autonomisation de la femme. Cela passe nécessairement par une alphabétisation, surtout dans les zones rurales. Et ces femmes qui entreprennent dans le domaine du numérique, la Côte d'Ivoire en compte, la proportion, c'est vrai, est faible, mais les femmes entendent donner du sens à leur projet avec cette nouvelle manière d'entreprendre. Dans le milieu des startups, les obstacles sont nombreux et les sources de financement font souvent défaut. Entrée et présence des femmes dans l'entrepreneuriat tech, c'est le sujet que nous propose ce soir Salima Toudia. De son bureau à la Riviera Palmeraie, Macha fait le point des rendez-vous des séances de beauté confirmées pour la semaine.
Sa plateforme, Aphrodite, est l'interface entre les clients et les beauty artistes, des prestataires de beauté rigoureusement sélectionnés par l'équipe de Macha. C'est une plateforme de mise en relation, de prestation de services beauté en ligne. Aujourd'hui, on peut réserver son chauffeur en ligne, on peut réserver sa nourriture. Donc on s'est dit, pourquoi ne pas créer une plateforme qui va faire la relation entre le client et le professionnel. D'autant plus qu'on a remarqué aujourd'hui que la femme africaine, en général, active, n'aime pas trop se déplacer pour certaines prestations. Voilà 2 ans que cette start-up est lancée par cette femme de 29 ans. C'est en 2015 qu'elle décide de s'y consacrer totalement alors qu'elle bossait dans un organisme humanitaire avec un master en droit et action humanitaire. Cette passionnée de beauté décide alors d'affronter les réalités du milieu de l'entrepreneuriat. L'idée était plutôt très bien accueillie, mais il y avait quand même quelques réserves qu'émettaient certains professionnels et certains clients à l'encontre d'Aphrodite. Les professionnels déjà, souvent ils se disaient que c'était une anarque. C'était très difficile, d'autant plus qu'on n'a bénéficié d'aucun prêt et tout a été fait en général sur fonds propres. Par contre, ce qu'on a voulu faire, on a voulu participer quand même à des concours pour se faire connaître et puis pour pouvoir se faire aider aussi avec certainement les fonds qu'on aurait eus. Aujourd'hui, Aphrodite affiche une bonne clientèle et un service qui séduit. Un exemple de start-up parmi tant d'autres. À la Fondation Jeunesse Numérique, Linda Vallée détecte et accompagne les jeunes Ivoiriens porteurs de projets innovants. Et dans le milieu des start-up, les femmes font leur entrée. Aujourd'hui, au niveau de la Fondation Jeunesse Numérique, la promotion 2018 comptait environ une dizaine de start-upeuses. Donc c'est relativement peu par rapport au nombre de start-up qu'on accompagne. Et ce qui est prévu pour la prochaine édition de l'appel à projet, c'est justement d'imposer d'avoir au moins une femme parmi les promoteurs principaux des projets qui sont présentés. Face à la problématique de la difficulté d'accès aux fonds d'investissement, la Fondation leur offre des possibilités d'affaires avec les investisseurs. C'est le cas de Sarah avec sa start-up Imoso dans le domaine du vivrier. Elle a pu rencontrer un investisseur d'un réseau de business angels au niveau africain qui est venu nous voir et qui a passé du temps avec elle de manière à vraiment challenger son business et l'aider spécifiquement à améliorer ses processus et son organisation interne. S'insérer dans le milieu des start-up, jusque-là dédié aux hommes, reste encore un challenge pour bon nombre de femmes, bouillonnantes de projets à fort potentiel dans le domaine du numérique. Et les femmes font aussi parler d'elles dans le secteur des mines, un domaine autrefois réservé aux hommes. Les femmes, par leur travail, s'imposent dans ce métier, un travail minutieux qui demande une grande concentration, beaucoup d'efforts physiques et intellectuels. Les femmes qui sont dans le domaine s'imposent et s'expriment. Incursion dans le secteur des mines avec Éric Goury. 12 heures de travail chaque jour pour ces femmes de la mine d'Agbaou à une dizaine de kilomètres d'Iré, vêtues de chemises et de pantalons. Ces dames ne sont pas différentes des hommes. Les mêmes tâches physiques et intellectuelles sont accomplies par elles. Là où tu dois beaucoup plus te concentrer, c'est sur la paire 57. Regarde, elle a fait 418 comme 10 grades. Je voulais me comparer avec des garçons. Travailler, de ramener les garçons travaillent, à des machines. En tout cas, ça me plaît beaucoup. Donc, j'ai fait un effort pour apprendre cette machine. Comme des militaires, elles sont sur pied dès 4 heures du matin. Quand j'arrive tout le matin, tout d'abord je fais mon rapport. Après le rapport journalier, je dois me rendre dans le pit, pouvoir surveiller, pour venir contrôler ou coordonner les activités de forage avec mon équipe bien sûr. Voilà. Lorsque la roche est dure et qu'on n'arrive pas à miner la roche facilement, il nous faut faire le forage pour pouvoir rendre la roche plus facile à excaver. 10 jours de travail pour 4 jours de repos, leur vie familiale n'est pas du tout facile. Mes 4 jours sont consacrés pour ma petite famille, c'est-à-dire mon mari et mes enfants. Ce n'est pas tous les conjoints qui sont aptes à accepter l'idée, à qui confier la charge des enfants, l'éducation des enfants. C'est vraiment pas évident. Donc c'est un métier vraiment difficile pour les dames. On va dire même que ce métier nous empêche d'être femmes. Parce qu'au-delà de tout ça, nous sommes enfermés ici. À l'instar de nos soeurs à Abidjan qui sont dans les bureaux, elles sont sous les talons, elles ont leur after-work, les week-ends, elles peuvent s'amuser. Nous, c'est quasi inexistant pour nous. Ce sont des choses qui se règlent au cas par cas.
souvent, quand l'époux est loin et qu'il n'a pas peut-être un travail qui lui permet de se déplacer, on demande aux femmes de faire en sorte de visiter de temps à autre, sinon à chaque fois qu'elles sont en repos, les époux. Maintenant, quand l'époux a un travail qui lui permet de se déplacer, on demande surtout aux uns aux autres de faire des regroupements dans la ville de Iré, qui est tout juste à côté de notre mine. Cependant, cette situation n'enlève rien à leur détermination. Celles qui sont ici réussissent bien. Elles sont parfois meilleures que certains hommes parce que, au-delà d'être productives, elles travaillent en toute sécurité. Elles sont très prudentes dans le travail, donc parfois elles ont de meilleurs rendements que les hommes. L'industrie minière en Côte d'Ivoire peut désormais compter avec les femmes. Un secteur pourvoyeur d'emplois qui recrute diverses compétences. Voilà, on peut donc compter avec les femmes. Je vous propose d'autres échos de la célébration de cette journée internationale de la femme célébrée partout en Côte d'Ivoire. Nous verrons notamment comment le ministère de la Culture et la direction de la télédiffusion travaillent à la promotion du genre. C'est avec Serge Collier. Femmes, potentialisez vos énergies pour booster votre réussite. C'est le thème de la session de formation initiée par la Société ivoirienne de télédiffusion à l'attention de ces travailleuses en cette célébration de la Journée internationale des droits des femmes. Il y a quand même des femmes qui sont responsables, directeurs ici, dans l'entreprise, chefs de département, en tout cas à tous les niveaux, on retrouve ici les femmes. Pour Agnès Crédit, la conférencière, il s'agit d'amener les femmes à faire face aux défis qui s'imposent à elles, aussi bien en entreprise que dans la vie de tous les jours. Il y a donc dans cette manière de voir les choses, la conviction que la réussite est à la fois une réussite liée à la femme qui réalise ses rêves de femme, à la femme qui travaille et qui accomplit une carrière dont elle rêve, et puis à la citoyenne qui s'engage dans la communauté, pour que les femmes puissent être des citoyennes à part entière, qui participent de manière réelle au développement de notre pays et que cela soit reconnu comme tel. Les femmes du ministère de la Culture et de la Francophonie donnent entière satisfaction au ministre Maurice Kwaku Bandama. Le directeur de cabinet, Yves Conan, l'a réaffirmé à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme. Monsieur le ministre, depuis sa nomination à la tête de ce ministère à ce jour, a promu plus de 37 femmes au poste de responsabilité. Nous sommes passés de 6 femmes responsables au moment où il est arrivé à ce ministère à 43 aujourd'hui. Il était donc indiqué pour monsieur le ministre de leur traduire toute sa reconnaissance et leur dire qu'il est conscient du fait que c'est les femmes du ministère de la Culture qui ont permis le positionnement de ce ministère-là. Les femmes du ministère de la Culture et de la Francophonie ont célébré la Journée internationale des droits de la femme en renforçant la cohésion entre elles. Voilà, on referme donc le chapitre consacré à la Journée internationale de la femme. Je vous conduis à présent sur la scène politique en Côte d'Ivoire. 68 secrétaires de section du PDCI RDA sur les 120 que compte la région de Moronou ont marqué leur adhésion au PDCI Renaissance. C'était au cours d'une rencontre qui a réuni plusieurs responsables du PDCI dans la localité. Alexis Ouedraogo. Secrétaires de section, présidents des mouvements des femmes et des jeunes, ils sont venus nombreux écouter l'une des figures de proue du mouvement PDCI Renaissance. Théophile Awandoli s'est voulu convaincant et rassurant. La paix, le développement et la stabilité en Côte d'Ivoire passent par l'union des fils de la nation. Nous partons d'ici satisfaits parce que nous savons que PDCI Renaissance prône la paix. PDCI Renaissance est pour que le PDCI ne se retire pas de l'alliance du RHDP. Dès que nous quittons ici, nous allons tourner dans nos 34 villages, dans les 34 villages du département de Mbato 2 pour porter la bonne nouvelle. Nous allons tourner pour que les quelques personnes qui étaient réticentes nous suivent dans le PDCI Renaissance qui est la voie du développement. Au cours de cette rencontre, Awandoli Théophile a également échangé avec les responsables politiques des partis membres du RHDP, l'occasion de mobiliser et d'affiner les stratégies pour une sensibilisation efficace et l'implantation du RHDP dans tout le pays. Nous avons essayé de voir comment nous allons mieux nous organiser pour occuper le terrain ici dans le Moronou. Vous avez tous les responsables ici au niveau du RDR, les départementaux, les commissaires politiques, il y a également l'UDPCI, enfin. Awandoli Théophile a insisté sur la nécessité aujourd'hui pour les filles et fils d'Oufoué d'œuvrer à consolider ensemble la paix en Côte d'Ivoire.
Des membres du bureau de l'APC, l'Alliance pour le changement, ont fait le bilan de leur structure. Dans la commune de Koumassi où s'est tenue l'Assemblée générale extraordinaire, l'APC a appelé à la paix et au rassemblement des Ivoiriens. Ouattara Madou Walter. Commune de Koumassi dans le district d'Abidjan. L'Alliance pour le changement, APC, fait le bilan de ses activités. De 1997 à 2019, d'abord, Forum des associations du Grand Nord, puis Forum des associations pour la Nation et depuis 2009, l'APC a contribué selon l'orateur du jour à la paix en Côte d'Ivoire. La contribution de l'APC au retour de plusieurs exilés de la crise post-électorale. L'APC a initié plusieurs campagnes de sensibilisation dans le district d'Abidjan et dans les villes de l'intérieur sur le programme de développement du président Alassane Ouattara. En dépit de ce bilan positif, nous relevons de graves dysfonctionnements au niveau du bureau exécutif de l'APC. M. Alphonse Soro a démissionné en juillet 2014. Le bilan moral est satisfaisant en ce sens que l'APC a contribué à l'avènement du président Alassane Ouattara au pouvoir. Au cours de la présente Assemblée générale extraordinaire, des décisions ont été prises, au nombre desquelles la désignation de Kader Ouattara, président du comité ad hoc de l'APC. Nous avons décidé de la radiation de l'ex-président Alphonse Soro, du président intérimaire Blé Daniel, et nous nous sommes donné les moyens d'entamer toutes les démarches auprès des autorités pour empêcher d'utiliser le logo et le label de l'Alliance pour le changement. Dans un mois, se tiendra l'Assemblée générale élective du prochain président de l'APC. Pour l'heure, on retient que l'APC reste fidèle à la vision du président de la République, Alassane Ouattara. À l'étranger, au Mexique, 15 personnes ont perdu la vie et 4 autres ont été blessées dans une attaque à main armée contre une discothèque dans le centre du pays. Les causes de l'attaque restent pour l'heure inconnues, mais elles pourraient être liées à un groupe criminel spécialisé dans le vol de carburant. Les blessés, 3 hommes et 1 femme, ont été transférés vers les hôpitaux de la région. Nous sommes samedi, c'est l'heure de parler culture à présent. Hélas, une mauvaise nouvelle, le monde des arts et de la culture est en deuil. Le centenaire, homme des lettres, écrivain, analyste ivoirien, ex-ministre de la Culture, Bernard Blin Dadie a déposé la plume pour toujours. Il a quitté le monde des vivants aujourd'hui, samedi 9 mars. Il était âgé de 103 ans. Le constat de son décès avec Théodore Zozo et Issa Tchonoyeo. Ce grand homme s'était éteint aujourd'hui à 14h à Abidjan. La nouvelle avait circulé sur les réseaux sociaux et dans divers milieux à Abidjan. Elle vient d'être confirmée. Bernard Bédati est mort. Le père de la littérature ivoirienne s'en est allé. Il a tiré sa révérence à l'âge de 103 ans. L'homme était fatigué. Il n'est plus apparu en public depuis la célébration de son centenaire. La Côte d'Ivoire et le monde de la culture africaine perdent un monument. L'auteur des œuvres Clembier, Paille-Noire et Torognini aura marqué l'école ivoirienne par ses écrits et contribué à la naissance de la littérature ivoirienne. Voilà, Bernard Blin Dadie, auteur de plusieurs œuvres littéraires, était considéré donc comme le 4e pilier de la négritude. Le dramaturge, romancier, poète, analyste ivoirien a été ministre de la Culture entre 1977 et 1986. Sa vie, son parcours, c'est avec Franck Kouadio. Labouré par la faim et le feu, je fus une terre arable. Page noire pour l'auteur du Paille Noire. On entend la plantation entre Bassam et Benjamin. Puis mon oncle me prend tout petit. Bernard Dadie a définitivement rangé son manuscrit 10 janvier 1916, 9 mars 2019, 103 ans de vie foisonnante au service de la littérature, romans, nouvelles, chroniques, poésie.
Considéré comme le père de la littérature ivoirienne, Bernard Dadié s'en est allé. Fils d'auxiliaire de l'administration coloniale, il abandonne même les études, car fuyant les sévices corporels à l'école. Mais en octobre 1924, à Dabou, la réconciliation avec les Bans tracera les sillons de l'homme vers la quête du savoir. Épris de justice, il entre dans l'engagement politique au Sénégal, puis en Côte d'Ivoire. Après l'indépendance, il rejoint l'administration de Félix Houphouët-Boigny en 1960 et occupe plusieurs postes de responsabilité, dont celui de ministre de la Culture entre 1977 et 1986. Mais l'impact de Dadié, c'est son abondante œuvre littéraire, le fabuleux roman Climbié, classé par les critiques comme récit autobiographique qui dénonce le poids de la colonisation sur notre culture. Les nouvelles, Le Paille Noir, Légende africaine entre autres, La Ronde des jours, Les lignes de nos mains en poésie, en théâtre, Béatrice du Congo, Les voix dans le vent, des chroniques telles Un nègre à Paris. Bernard Dadié, membre de l'Académie des sciences, des arts et des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, s'en est allé. Il laisse un univers littéraire encore inexploré, tant les thématiques les plus diverses et qui ont fait l'objet du colloque sont encore à éplucher. Adieu, Dadié, vive la plume. Et vive la plume, vive la culture. On parle culture avec notre invité, M. Désiré Begré. Vous avez connu Bernard Dadié. C'est une grande perte pour l'Afrique, pour le monde. Vraiment une grande perte pour la Côte d'Ivoire, pour la culture, la culture mondiale. Bernard Dadié était un grand écrivain. Là, les mots me manquent. Vraiment, je m'incline et je rends hommage à tous les hommes de culture. Je dis Yakou à la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, M. Désiré Begré. La culture vivra et on parlera de votre œuvre intitulée Wakunube, la cabosse qui parle. Avant notre entretien, je vous propose de regarder ce reportage de Franck Quadio qui l'a si bien résumé. Un livre pour faciliter l'initiation à la cacaoculture. Désiré Begré, ivoirien et enseignant en France, veut faire découvrir l'essence de la cabosse mère aux petits Français. Moyen trouvé, la didactique par le livre. La cabosse qui parle, c'est un recueil de livres pour enfants. Une bande dessinée donc, qui va permettre aux jeunes occidentaux de savoir, par exemple, le processus de fabrication du chocolat, passant par l'ensemencement à la distribution. Selon Désiré Begré, le cacao est un trésor peu connu par la future génération. C'est la même qui va faire et rythmer le commerce extérieur entre le Nord et le Sud. Ce cacao devra être mieux appréhendé, car derrière la tablette de chocolat, c'est toute une économie qui survit, du planteur à l'usinier. L'auteur veut donc mettre gratuitement son ouvrage à la disposition et au service des tout-petits. Il compte donc sur un soutien des autorités. Pour le moment, Désiré Begré promène son bâton d'humanitaire à travers la cité avec son ONG Les Amis de San Pedro. Alors, monsieur Désiré Begré, dites-nous, manager d'exploitation pétrolière que vous êtes, dites-nous comment vous investissez dans la promotion du cacao en France. Oh, je m'investis tout naturellement parce que si je suis manager d'exploitation, parce que je rends hommage à mon pays. Et quand je rends hommage à mon pays, je rends hommage au cacao ivoirien qui a bâti ce pays. Donc moi, je suis un fruit du cacao ivoirien. Et quand je suis arrivé en France, je me dis, bon, les petits Français mangent le chocolat. Et qu'est-ce que je pourrais faire pour montrer la culture de ce cacao aux enfants? C'est ainsi que j'ai dit, j'ai créé mon association Les Amis de San Pedro en 2015 et à travers mes forums économiques, j'ai présenté un film du Conseil du Café Cacao qui est de 8 minutes, qui relate l'histoire du cacao. Et les élus que j'avais invités à cette occasion m'ont dit, mais monsieur Begré, pourquoi vous n'enseignez pas le cacao? Ce film est tellement bien fait, c'est là qu'est venue l'idée d'enseigner le cacao dans les écoles françaises. Et dans les collèges également. Alors, dans vos cours, vous présentez donc à ces élèves le cycle de production du cacao de Côte d'Ivoire et vous l'illustrez d'ailleurs dans la BD à travers Wakunube, la cabosse qui parle. Alors, parlez-nous brièvement de ce process. Le process, il se présente comment? Dès que j'arrive dans une classe... Même si vous n'êtes pas cacaoculteur? Non, mais j'ai appris le process déjà. Quand j'arrive, mes élèves, déjà, qu'est-ce que je fais? Je présente mon pays rapidement. La Côte d'Ivoire en tant que premier pays producteur mondial de cacao. Et après, on passe à l'explication détaillée. C'est-à-dire, je leur parle de la pépinière, comment se travaille la pépinière. Après la pépinière,
la mise en terre. C'est les meilleurs plants qui sont mis en terre. Et après, on arrive avant d'arriver à la récolte, il y a tous ces circuits de désherbage, de gourmandage il y a des étapes. La fertilisation du sol, les produits homologués par le Conseil du cacao pour pouvoir entretenir les plants. Et quand on arrive à la récolte, je l'ai dit qu'on récolte avec un émontoire qui est spécifique. Et tout ça est illustré avec des images. Illustré avec des images. Après on ramène les cabosses dans un lieu pour les cabossages, c'est-à-dire à l'aide d'un gourdin, on les casse, on retire les fèves, et quand les fèves sont retirées, on passe à la phase de la fermentation. La fermentation, c'est très crucial pour l'arôme du chocolat. Et elle prend combien de temps? 6 jours de fermentation avec un brassage tous les 2 jours dans les feuilles de banane. Et quand on finit de fermenter, il faut passer au séchage. Le séchage nous permet d'arriver à la teneur en humidité à 7%. Parce que dès qu'on a la fermentation, on est à 60% d'humidité et on passe à 7%. Et on les expose sur des clés pour faire le séchage. Et quand on finit le séchage, on les met dans des sacs de jute pour les amener à l'usine. Mais l'usine doit être bien aérée pour éviter les moisissures et les acides gras. Parce que nous avons justement du cacao de qualité. De qualité. La Côte d'Ivoire, vous voyez un peu toutes ces étapes-là qui sont vraiment très studieuses, très minutieuses. La Côte d'Ivoire a une rigueur pour le cacao. C'est ce qui nous vaut cette place que vous connaissez de leader depuis des années et des années. D'accord. Alors, comment réagissent-ils, ces petits Français, à ces informations sur le travail des cacaoculteurs ivoiriens? Mais ils sont passionnés. Parce que là, avant, dans un de mes cours, il y a une fille qui m'a dit, mais est-ce qu'on peut planter le cacao même chez moi dans mon jardin? Elle voyait des réactions comme ça. Il a dit non, il y a des spécificités pour le cacao. Il faut avoir une forêt dense, une terre meuble et tout. C'est très important. Et ce sont des arguments que vous leur délivrez pour parler de la qualité de notre cacao? C'est très important. Parce que nous, on fait le cours, même souvent le professeur de sciences naturelles, les reprend les spécificités techniques dans la deuxième phase de cours. Sur le plan scientifique. Donc c'est très important pour ces enfants de connaître le cacao ivoirien. Donc vous voyez, à ce niveau, ça crée des émulations au niveau de ces enfants. Je me rappelle bien, il y a un enfant, quand je lui ai parlé de commerce équitable, que la Côte d'Ivoire, au niveau de la masse du cacao, ne recevait qu'un centième, sur 100 milliards, que la Côte d'Ivoire ne recevait que peut-être même pas un cinquième des revenus. Il dit, mais monsieur le professeur, il faut qu'on brûle le cacao, on ne vend plus le cacao. Il dit non, au contraire. Moi, je compte sur vous, vous mes élèves. Demain, quand vous serez des décideurs, vous allez influencer les prix au bénéfice. Et ce sera bien pour nos producteurs. Alors, ces cours que vous dispensez sur le cacao sont théoriques. C'est un circuit théorique que vous leur présentez. Alors, est-ce que vous envisagez des tests pratiques, justement? Effectivement, parce que quand c'est un cours de 45 minutes, les tests pratiques, parce qu'après, après l'explication détaillée, on passe aux exercices. Est-ce qu'ils pourront un jour venir peut-être dans les plantations? C'est prévu avec ma municipalité. Il y a le circuit réel du cacao qu'on appelle la roue du cacao qui viendront voir dans le cadre d'une coopération décentralisée avec la région de San Pedro. Parce que ma ville, qui est l'île Saint-Denis, qui m'appuie dans cet enseignement pédagogique, a créé une coopération avec la région de San Pedro dirigée par le président Donatien Begré, que je salue au passage. D'accord. Alors, vous venez régulièrement en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous partez à la rencontre des producteurs ivoiriens? Et puis, quelles sont les difficultés que vous avez enregistrées à leur niveau? Effectivement, l'année dernière, je suis arrivé avec 200 BD. J'ai fait ma dédicace à San Pedro avec plusieurs coopératives. La Cabosse qui parle. La Cabosse a parlé aux producteurs, à toutes les populations de San Pedro. Effectivement, comme vous le dites. Et le problème, c'est toujours le problème de révalorisation des prix qui me reviennent. Toutes ces coopératives me parlent de ça. Vous avez enregistré ces difficultés? J'ai enregistré ces difficultés. Je leur ai dit qu'effectivement, pour qu'on puisse arriver vraiment à résoudre ce problème, il faut que les politiques, ça soit une volonté politique. Il faut donc qu'on arrive aussi à transformer une partie de notre cacao pour donner plus de valeur ajoutée. Au niveau du PIB, ça va. Regardons, il y a des coopératives qui font je connais une coopérative qu'on appelle Ecoya, qui se situe dans la vallée du Bandama, qui fait de la mâche de cacao. Mais ce cacao, on peut l'utiliser pour la boulangerie, les pâtisseries. Donc il faut que le gouvernement aide ces groupes coopératifs
à transformer leur matière première en masse de chocolat pour servir les boulangeries, les pâtisseries. Déjà, ça va nous donner une valeur ajoutée. Dernière question. Pourquoi on devrait aimer notre cacao, consommer notre chocolat? C'est important. C'est nous qui sommes les premiers producteurs. Et si on consomme notre chocolat, déjà, ça sera plus facile. On n'aura pas de problème de spéculation déjà. Si déjà pour 1,7 million de tonnes de cacao, si on arrive même à consommer 200 000 tonnes, vous voyez, les choses vont changer déjà. Donc le regard même de l'extérieur va changer. Vous voyez, la spéculation va commencer à balbutionner. Et puis la Côte d'Ivoire deviendra plus forte. Merci beaucoup, M. Désiré Begré, d'avoir répondu à nos questions. Merci de nous avoir appris en quelques minutes seulement le cheminement du cacao et pour nous permettre d'avoir l'amour du cacao et surtout de consommer le chocolat de Côte d'Ivoire. Je rappelle pour refermer ce journal cette mauvaise nouvelle. Le monde des arts et de la culture est en deuil. Le centenaire homme des lettres, écrivain, analyste ivoirien Bernard Blindadier a déposé définitivement la plume. Il a quitté le monde des vivants ce samedi 9 mars. Il était âgé de 103 ans. Bernard Blindadier, auteur de plusieurs œuvres littéraires, était dramaturge. Il était également romancier, poète, analyste ivoirien. Il fut ministre de la Culture entre 1977 et 1986. Bernard Blindadier, malheureusement, a été frappé et la mort, la grande faucheuse, l'a aussi emporté. Adieu, le père de la littérature ivoirienne. Merci de nous avoir suivis. À demain 20h.